Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, bienvenue pour un nouvel épisode du débrief, le 10e de la saison, et oui on passe un petit cap symbolique dans cette QV 2024-2025, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro consacré au football régional. Il ne vous a sûrement pas échappé que ce week-end une tempête s'est abattue sur le nord-ouest de la France. Qu'à cela ne tienne, si toutes les rencontres ont pu se jouer, ça c'est une bonne nouvelle. On n'a malheureusement pas pu récupérer toutes les images des matchs qui se sont joués ce week-end. C'était un petit peu compliqué de réussir, en plus de jouer, à faire une captation. Mais pas de panique, on a quand même un très joli programme à vous montrer. Et les matchs dont nous n'avons pas d'image, eh bien, nous y reviendrons très succinctement. On va commencer par une partie complète, la partie National 2, avec 3 matchs au programme. Et on va attaquer avec le groupe C de National 2, celui qui concerne l'AS Villers, qui n'a plus gagné depuis la première journée. Alors en déplacement du côté d'Épinal, un ex-pensionnaire du championnat national, il y avait une forme d'urgence pour les joueurs de la Côte-Fleurie. C'est notre acolyte Thomas Bèze qui s'est penché sur cette rencontre, comme sur l'intégralité d'ailleurs des matchs de National 2 du week-end. Les joueurs de la Côte-Fleurie ont un déplacement compliqué dans les Vosges, et plus précisément à Épinal. Club qui était en national la saison dernière. Et ce sont les joueurs locaux en jaune qui vont se procurer la première occasion avec cette reprise à bout portant qui fuit le cadre. Quelques minutes plus tard, Zinga à l'entrée de la surface de réparation. L'enchaînement est parfait, la frappe qui passe au-dessus de la barre transversale. Il en a fallu de peu, comme sur cette action avec un nouveau centre. Le démarquage est parfait et la reprise qui fuit le cadre de Boiroux. Épinal qui continue d'attaquer dans cette première période. Il faut un retour salvateur de la défense pour mettre ce ballon en corner. Et sur ce nouveau centre, on a bien failli se faire avoir. Et c'est sur corner que la situation va se débloquer en seconde période. Avec une première action litigieuse, on réclame une main. Mais le jeu qui continue, le centre et le joueur d'Épinal qui est accroché dans la surface de réparation. C'est le penalty qui est désigné par monsieur l'arbitre. Penalty que Aaron Zinga va transformer. Il prend Gaëtan Boiroux à contre-pied. C'est imparable. Ça va réveiller les Villersois avec une première tentative. Le ballon dans la surface de réparation. On est repris in extremis. Puis Malcolm Perriand qui va avoir l'opportunité de mettre le danger avec cette frappe lointaine. Et il y a le petit rebond qui a bien failli surprendre Ben Salim Bouana. Et on va retrouver Malcolm Perriand avec ce ballon qui est dégagé une première fois. Mais ça va revenir dans les pieds de l'AS Villers. Avec ce ballon dans les pieds de Malcolm Perriand qui reprend sans contrôle. Il y aura bien une dernière tentative, mais c'est trop peu pour revenir au score. Et c'est une nouvelle défaite pour l'AS Villers, 1-0. Ouais, c'est de plus en plus compliqué pour l'AS Villers dans ce championnat. Il va très vite falloir désormais réussir à glaner ce deuxième succès de la saison, sous peine de vivre une phase retour bien délicate, bien longue et bien compliquée. Une autre formation qui n'était pas forcément en forme avant ce rendez-vous du week-end, c'est l'US Granville, lanterne rouge, avant de se rendre chez un promu, le Stade Poitvin. On voit avec Thomas ce qui s'est passé pour les Corsaires. L'US Granville qui doit enchaîner les bons résultats pour se sortir de la zone rouge se déplace au stade Poitvin. Et ce sont les Granvillais qui vont se procurer la première occasion avec ce ballon qui est repris et qui fuit le cadre malheureusement. Puisque quelques minutes plus tard, c'est les joueurs de Poitiers qui vont ouvrir le score sur ce centre. Le ballon est repris, la frappe est croisée. Clément Grégoire à la 8e minute de jeu qui ouvre le score de cette reprise du pied gauche. Et le Stade Poitvin qui va continuer d'attaquer. Cette fois ça vient de la gauche avec un centre. On retrouve Kenny Mavouba au second poteau juste avant la pause. Libre de tout marquage. Et qui avait fait un appel de plus de 30 mètres
qui vient tromper la défense grandvillaise. Au retour des vestiaires, ça ne va pas s'arranger pour l'US Granville avec un nouveau ballon, une nouvelle transition rapide. C'est détourné une première fois, mais on retrouve Clément Grégoire à la 65e minute de jeu. 3-0. Et l'US Granville qui va tout de même réduire le score à la 71e minute de jeu. Ce centre qui est repris par Kenny Herbin de la tête. Une tête placée pleine lucarne. Mais ce sera insuffisant pour inquiéter réellement les joueurs du stade Poitevin. Avec une dernière tentative peut-être dans les dernières secondes de la rencontre. Cette frappe qui est contrée. Mais on en restera sur ce score de 3-1. Et malgré le retour cette semaine de Vincent Créin, l'attaquant qui revient à Granville après avoir passé quelques semaines du côté de l'US Saint-Malo, bien les hommes de Mathias Jouan qui n'y arrivent pas, tout simplement scotchés à la dernière place, qui commencent à accuser un peu de retard. On va le voir dans quelques instants au classement, mais il y a une urgence, une forme d'urgence assurément pour l'Union Sportive Grandvillaise. Dernier match à vous montrer, l'US Avranches qui pouvait frapper un grand coup en recevant Saint-Privé-Saint-Hilaire. C'était tout simplement sur le papier un duel entre deux prétendants au podium. Voici ce qui s'est passé lors de cette rencontre. L'US Avranches qui a fait carton plein au mois de novembre. 3 matchs, 3 victoires en National 2. Les hommes de Michel Audrin veulent continuer sur cette bonne lancée, mais dans des conditions compliquées, avec, vous le voyez, de la pluie, du vent. Ce sera difficile de développer du beau jeu sur la pelouse. Mais ce sont les joueurs de Saint-Privé-Saint-Hilaire qui vont se procurer la première occasion avec ce ballon dans la surface de réparation, repoussé une première fois par Marfin, et c'est ensuite hors du cadre. Premier avertissement pour les Avranchinais. Bien lancé en profondeur. Lamrabet qui se détache du marquage. La frappe est repoussée par le gardien. JCP qui récupère le ballon. C'est hors du cadre. Quelques minutes plus tard, il y a ce nouveau centre et ce nouveau danger avec le ballon qui traîne. Zorab Sopromadze. La frappe manque de puissance et est détournée. En seconde période, les conditions climatiques qui ne se sont pas arrangées. Et c'est Saint-Privé-Saint-Hilaire qui repart à l'attaque avec ce bon ballon dans la surface de réparation. La frappe dans un angle fermé qui ne trompera pas le gardien. Et Boateng qui perd ce ballon dans le milieu du terrain. La frappe lointaine sera largement hors du cadre. On joue l'heure de jeu avec cette frappe captée en 2 temps. Voilà une réaction avranchinaise. Qui est lancé en profondeur. Il a un face-à-face à jouer à l'entrée de la surface de réparation. Le centre tire, c'est le poteau qui détourne ce ballon. On joue les toutes dernières minutes de jeu avec ce ballon qui est repoussé dans les pieds de Noah Moupemba pour ouvrir le score à la 90e minute de jeu dans le temps additionnel. Les efforts avranchinais récompensés. Et c'est une 4e victoire consécutive pour les joueurs de la Manche. Victoire donc 1-0. Et la superbe victoire de l'US Avranches sur le fil qui a de très sérieuses conséquences sur le classement. Ce que je vous propose, c'est de découvrir justement le bilan de la 12e journée du championnat national 2 avec évidemment ce succès 1-0 des hommes de Michel Audrin face à Saint-Privé-Saint-Hilaire. La nouvelle défaite de Granville du côté du stade Poitevin, 3-1. Notez la nouvelle victoire de l'US Saint-Malo en déplacement face à Saumur. Le match nul des Girondins de Bordeaux face au stade Briochin 0-0. Tous ces résultats combinés nous donnent un classement assez limpide. L'US Avranches est désormais 2e de ce groupe B de National 2, juste derrière l'US Saint-Malo, enfin juste derrière. Il y a 7 points d'écart entre les deux formations, mais petite information, elles vont se rencontrer la semaine prochaine. Ce sera d'ailleurs le choc l'US Granville avec 7 points en compteur et distancé désormais à la dernière place. Il y a désormais 4 points d'écart avec le premier non relégable, la Roche-Vendée de Frédéric Reculot. La semaine prochaine, l'US Avranches va abattre une carte importante parce que si les Manchois réussissent un coup du côté de l'US Saint-Malo, ils pourraient se relancer tout simplement dans
dans la course à la première place. L'US Granville jouera à nouveau très gros à domicile face à Dinan-Léon. Dans la poule C, nouvelle défaite qui n'arrange évidemment pas les affaires de l'AS Villers sur le terrain d'Épinal. 1-0 rend des résultats importants. La victoire de Fleury et celle de Bobigny, puisque les deux formations franciliennes sont plus que jamais premières de ce championnat. Il y a un match en retard pour Bobigny par rapport à Fleury, mais déjà une belle avance pour les deux équipes. Balagne complète le podium. Au classement, il faut descendre à la 15e place pour voir l'AS Villers avec 7 petits points. L'AS Villers n'est pas complètement distancé, mais à un moment donné, il va falloir immédiatement regagner, et pourquoi pas le faire lors de la réception d'Aubervilliers la semaine prochaine. Ce sera tout simplement le duel entre les deux équipes les moins bien classées de ce championnat. Là, il va être important d'aller chercher les 3 points. On a été complet sur la page National 2, on passe tout de suite au chapitre National 3. Et on va commencer avec tout simplement la formation la plus en forme de la région au niveau fédéral. On parle bien sûr du FC Dieppe, les joueurs de Djilali Bekar qui restaient sur 3 victoires avant de se rendre du côté de Charleville, Prix-les-Mézières. Les Dieppois avec leur maillot vermante qui vont mettre la pression dans les premiers instants. Ils sont globalement à l'abri des grosses bourrasques du côté de Prix-les-Mézières, mais attention quand même justement à ne pas voir les adversaires souffler le chaud. Il faut une parade dans la surface de réparation dieppoise pour repousser cette offensive. On est désormais au moment clé, en toute fin de première période. Et le but du week-end, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, signé Rémi Chombard, une frappe du droit parfaitement fouettée qui ne laisse aucune chance au portier adverse. 1-0 pour les Harans qui frappent au meilleur moment, juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les locaux qui vont s'enhardir et qui vont contraindre Alexandre Lefebvre à réaliser quelques parades d'importance. Alexandre Lefebvre qui a du travail et qui parfois se retrouve aussi sauvé par sa défense. Il n'y a pas que l'ancien gardien d'Évreux qui brille dans cette formation. Les Dieppois qui, comme à leur habitude, vont quand même avoir du mal à aller chercher le but du break. S'il y a quelque chose peut-être à corriger dans cette période fructueuse pour les hommes de Djilali Bekar, eh bien c'est cette faculté peut-être à se mettre à l'abri plus tôt, parce qu'à nouveau sur cette situation, le gardien de Prix-les-Mézières fait des miracles. Alors ça ne passe pas dans le jeu, pourquoi pas réussir à mettre du danger sur la cage adverse sur phase arrêtée, mais à nouveau les Dieppois sont en échec. Qu'à cela ne tienne, eh bien on vous révèle déjà l'issue de cette rencontre. Ça va tenir pour Alexandre Lefebvre et ses partenaires qui s'imposent 1-0. On écoute la joie forcément avec les supporters. Et là, on peut dire qu'ils sont lancés, nos amis Harans, dans ce championnat. 4e victoire de suite dans le groupe E. Ça commence à devenir très intéressant. On voit ça dans quelques instants au bilan de ce classement. Ça commence à devenir intéressant, mais les Dieppois ne sont pas pour autant leaders de leur groupe. Je vous propose de passer à une autre poule, la poule D. On commence par le déplacement, c'était l'une des curiosités du week-end, de l'AG-Caen du côté de Saint-Ouen. L'AG-Caen qui vient de s'imposer largement face à l'US Alençon. Alors pourquoi pas espérer un résultat en région parisienne. Thomas Bèze nous raconte ce qui s'est passé dans cette rencontre. L'avant-garde de Cannes est passé tout près de l'exploit à Saint-Ouen. À la 43e minute de jeu, c'est Arthur Maru qui ouvre le score pour les Cannais. On voit cette belle finition dans des conditions climatiques très compliquées également en région parisienne. Après avoir été égalisé en fin de rencontre, Clinton Chebouzor donne l'avantage aux joueurs de l'avant-garde. 2-1 à la 85e minute de jeu, alors on pense que le plus dur est effectué. Clinton qui élimine le gardien et qui conclut dans le but vide. Oui, mais voilà, il y aura l'égalisation dans les dernières minutes et le score final sera de 2-2. C'est dommage pour l'AG-Caen d'avoir laissé échapper le succès du côté de Saint-Ouen. Néanmoins, il y a beaucoup de mieux du côté des joueurs cannais qui viennent de prendre 4 points en 2 matchs. Pareil, on verra les conséquences de ce point, mais elles ne sont pas inintéressantes. Au niveau du classement, place désormais aux 2 derbys normands du week-end. On commence par la réception du CMS Wessel de Dramandilin, de la Lanterne Rouge, le Grand Quevilly FC.
Voici ce qui s'est passé dans cette rencontre. Ça commence par un penalty frappé par Adama Sidibé, mais parfaitement sorti par le gardien du GQFC, Thomas Sanglier. Les Océliens qui sont bien déterminés à se rattraper, mais à nouveau Thomas Sanglier sur la trajectoire du ballon. Les Océliens qui dominent ce début de match. Sans surprise, ils occupent le haut du tableau, mais parfois c'est le GQFC qui réussit à piquer avec cette frappe du gauche. Ici, Axel Temperton n'est toutefois pas inquiété. Il y a davantage de maîtrise, davantage de tranchant du côté de Wassel, mais peu de réussite parce que là, quand Thomas Sanglier est battu, c'est le poteau qui repousse la tentative d'Emrys Gomis et de ses partenaires. Une brillante partie, il va sans dire, de Thomas Sanglier. À la pause, les joueurs du CMS Wassel sont en échec, alors pourquoi pas s'en remettre à la deuxième période. Un nouvel arrêt pour le gardien du GQFC, les Tangos qui ici s'en sortent bien. Évidemment, à un moment donné, à force d'attaquer, le CMS Wassel se retrouve récompensé de Giovanni Landre à la 66e minute qui vient mettre le premier but dans ce derby de la couronne rouennaise, et c'est pour le moins mérité. Mais attention à la déconcentration juste sur le coup d'envoi. Les hommes de Romain Collinet qui vont égaliser par David Montero Fidalgo. Déconcentration du côté du CMS Wassel, décompression peut-être qui se révèle fatale. Ils vont insister après cette égalisation. Ici sur ce coup franc, c'est la barre transversale qui repousse cette tentative osée. Nouvelle possibilité de marquer, mais à nouveau Thomas Sanglier impeccable sur cette sortie. Les joueurs du GQFC vont finir cette rencontre à 10 contre 11, mais vous allez le voir, ils vont tenir jusqu'au bout malgré les assauts répétés. Elton Boketsu et ses partenaires qui vont ramener un bon point du stade Marcel Billard, un but partout. Les regrets sont clairement pour le CMS Wassel. Et sans transition, on passe au deuxième derby 100% normand du week-end dans le groupe D. Il a mis aux prises l'AS PTT Caen et l'US Alençon avec l'une des curiosités de ce week-end. Comment allaient se comporter les joueurs ornés pour le retour sur le banc de Vincent Legnaud. Petite information, les conditions climatiques étaient compliquées. On n'a pas pu vous mettre l'intégralité des occasions, mais on a sauvé les buts. Ils sont au nombre de 3 et le premier marqué en deuxième période par l'inévitable Hakim El Hamdaoui. Contrôle de la poitrine, le joueur se retourne parfaitement et réussit à placer son ballon hors de portée du gardien adverse. Laurie Le Viennois, qui ne peut rien sur vraiment ce geste parfaitement maîtrisé d'Hakim El Hamdaoui. À nouveau, une possibilité pour les Alençonnais. Ce coup franc est repoussé par le mur, mais Quentin Galis, l'ancien Manceau, a parfaitement suivi. Et le défenseur, qui à la 75e minute permet aux hommes de Vincent Legnaud de s'offrir un break. On est désormais pas très loin de la fin de la partie. C'est déjà très très compliqué pour les joueurs de la SPTT Caen qui vont concéder un corner. Sur celui-ci, vous allez le voir, le ballon va revenir sur un joueur alençonnais, en l'occurrence Talian Oudjangis, qui frappe. Le ballon a rebondi sur la barre transversale. Il y a un petit peu de latence, mais l'arbitre considère finalement que le but est bien marqué, que le ballon a bien franchi la ligne. Alençon mène désormais 3-0 et va s'imposer 3-0. L'effet Vincent Legnaud est immédiat. On écoute d'ailleurs le néo-coach de l'US Alençon. Passer en équipe, c'est ce que j'ai demandé aux garçons ce soir. Je leur avais dit à la causerie que le seul problème qu'on rencontrait, que l'équipe rencontrait, c'est qu'il fallait être un peu plus proche les uns des autres, travailler les uns pour les autres et surtout être en réaction derrière le ballon quand on avait perdu ce ballon-là, et après ensemble animer le jeu offensif. Je sais que actuellement c'était compliqué, donc on prend les 3 points et on se fait une grosse force mentale pour bien préparer cette semaine Saint-Ouen-l'Aumône, qui est une grosse équipe, avec un effectif encore qui va être difficile, et qui va être amoindri, mais à nous au staff de bien préparer ça. La belle réaction de l'US Alençon qui est toutefois loin d'être sortie d'affaire. On en reparle dans quelques instants. On vous le disait en ouverture de cet épisode, malheureusement on ne peut pas vous proposer l'intégralité des résumés des matchs de ce week-end. Alors je vais vous donner les scores, tout simplement une défaite frustrante pour le SU d'Yves Cabourg, 3-2 du côté de l'INAS Montlhéry. Une défaite 3-2 frustrante, d'autant plus que les hommes de Philippe Clément
avait égalisé en fin de partie à 3 buts partout alors qu'ils étaient menés 3-0. Manifestement, une position de hors-jeu un petit peu litigieuse est venue contrecarrer leur plan. La défaite également des placements de la réserve du Stade Malherbe de Caen sur le terrain du leader, le FC Borgo, 3-1. On passe désormais au résultat du groupe C, l'une des éclaircies de ce week-end de tempête avec la victoire 1-0 du FC Flers sur le terrain du Lannion FC. Première victoire à l'extérieur pour les hommes de Tony Rouillon. Un autre résultat qui est vraiment positif, c'est le match nul du FC Saint-Lô 1-1 sur le terrain de la réserve du Stade Rennais après avoir bu la tasse contre Mélisac. Les hommes de Guillaume Maillot qui se sont idéalement relancés. Il reste un match à vous montrer dans ce National 3, dans ce groupe C. C'est la réception par l'AF Virois de l'US Fougères, les joueurs de l'AF Virois qui avaient un trône à défendre. Comment est-ce que ça s'est passé du côté du stade Pierre-Comte? La réponse avec Thomas Vez. L'AF Virois qui peut prendre les commandes de la poule C de National 3 en cas de victoire reçoit l'US Fougères. Et ce sont les Bretons qui vont donner le coup d'envoi de la rencontre. Et ce sont eux qui vont se procurer la première occasion sur coup de pied arrêté avec cette frappe et la bonne envolée de Louis Deschâteaux pour claquer ce ballon. On se retrouve directement en seconde période avec une offensive viroise, mais ce ballon qui est mal négocié par Matteo Mendy. On va insister côté droit avec encore Nathan Hilland dans la surface de réparation. Le ballon en retrait, la frappe qui manque de puissance et qui est détournée. L'US Fougères qui continue d'attaquer le bon ballon. On tergiverse un petit peu, on n'arrive pas à frapper et la défense viroise qui peut se dégager. Et sur ce long ballon, l'attaquant breton qui est le plus vif, le plus rapide, c'est Benjamin Guillaumard qui vient ouvrir le score à la 67e minute de jeu. Il remporte son face-à-face contre Louis Deschâteaux. Les Virois qui ne vont pas se laisser abattre. Et dans les dernières minutes de jeu, Nathan Hilland qui reprend ce ballon et qui égalise dans le temps additionnel. Nathan Hilland qui libère les supporters virois. Ce ballon qui est mal dégagé, ça profite au numéro 3 du Bocage qui a une pensée pour son coéquipier et qui va brandir le maillot floqué du numéro 18, Chenel, on rappelle, qui est blessé, à qui on souhaite un bon rétablissement. Il y aura peut-être une dernière opportunité dans les dernières secondes de la partie avec le gardien qui glisse, mais ce ballon qui est hors du cadre. On en restera sur ce score de parité, un but partout. Et on fait le bilan du National 3, le nul de l'AF Virois, nul heureux, un but partout, le bon point ramené de Saint-Lô de la pelouse du Stade Rennais, un partout, et la victoire du FC Flers face à Lannion 1-0. Elle fait du bien puisque les Flériens se replacent dans la première moitié de tableau. Les Virois laissent le trône à l'en avant et Guingamp, ils ne sont qu'un point derrière les Virois, mais il va y avoir un match très intéressant à jouer contre le Vanosset et qui est situé juste 3 points derrière. Malgré le point pris ce week-end chez la réserve du Stade Rennais, le FC Saint-Lô reste dans la zone rouge, 12e place pour les Manchois. Mais c'est encore très serré, rien n'est perdu, d'autant que les Saint-Lois vont affronter un mal classé, le Lannion FC. La Virois ira donc du côté de Vannes, le FC Flers recevra Pontivy avec l'espoir d'enchaîner un deuxième succès de rang. On passe au résultat du groupe D, match nul donc contre le CB Social et le Grand Queville, le réveil d'Alençon à la SPTT Caen 3-0, Saint-Ouen-l'Aumône contre l'AG Caen 2 buts partout, et les défaites de Dives Cabourg et de la réserve du Stade Malherbe face à l'Inas Montlhéry et face au FC Borgo. Voilà le classement de ce championnat. Les deux clubs corses, Borgo et l'AC Ajaccio, sont toujours au sommet devant Saint-Ouen et l'Inas Montlhéry. Le CMS Wassel est 5e. Dives Cabourg reste dans la première moitié de tableau malgré son match en moins. Vous voyez, Wassel n'est qu'à 3 points du sommet. L'AG Caen se maintient hors de la zone rouge, tout comme la réserve du Stade Malherbe. L'US Alençon a gagné 3 points précieux. La SPTT Caen est dans la zone rouge également. Le Grand Queville FC, malgré son point pris à Wassel, reste scotché à la dernière place, mais rien n'est perdu pour les temps
Tangos. Les Tangos qui recevront l'AS Chatou, un match importantissime la semaine prochaine. Duel de haut de tableau, derby normand entre le S Udif Cabourg et le CM Escoissel, le SM Caen, l'AG Caen, l'US Alençon sera à domicile, l'AS PTT Caen ira du côté de Bretigny. Un joli programme pour le dernier débrief de l'année. On passe au bilan du groupe E, le FC Dieppe qui s'impose à Prix-les-Mézières, 1-0, 4e victoire de rang pour les hommes de Djilali Bekar, plus que jamais sur le podium, à 1 point seulement du leader qui est la réserve du LOSC avec Lycée Croix qui est intercalé entre les deux formations. Il y a maintenant une petite distance de prise par les Diepois sur la zone rouge, mais avec la forme qui est la leur, il faudra aller chercher peut-être plus haut, pourquoi pas la 5e victoire de rang à l'occasion de la réception de la réserve du RC Lens la semaine prochaine. Et on a quasiment été complet sur cette 10e émission de la saison, mais il reste à faire un petit détour du côté du classement des buteurs, nos buteurs régionaux. En National 2, Noah Mupemba est le joueur du week-end avec 4 réalisations au compteur. Il est désormais aux côtés d'Idrissa Seydi, le meilleur buteur de l'US Avranches, derrière Michael Latour, le meilleur buteur normand en National 2 du côté de l'US Granville. Là, ça n'a pas trop bougé au sommet du classement des buteurs de National 3, mais Hakim El Hamdaoui a inscrit son 4e but personnel et se replace. Nathan Ilan, pour un défenseur, s'installe lui en 7e position et c'est plutôt pas mal. Voilà, on a été complet. Merci à toutes et à tous pour avoir suivi cet épisode. Merci à Thomas Vez pour son éternelle fidélité. Merci à tous les clubs qui nous ont envoyé des images et qui ont fait évidemment de leur mieux dans des conditions difficiles. Il ne reste plus qu'un épisode du débrief pour cette année 2024. Ce sera la semaine prochaine. On espère vraiment un record de victoires pour nos équipes normandes. Il y a peu de duels 100% normands, alors pourquoi pas espérer battre un record. C'est en tout cas tout ce qu'on va souhaiter à nos équipes. D'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite justement une bonne semaine. Allez, salut!